vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a le dialogue qui s'est fait plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Est-ce que c'est entre ces groupes terroristes et les communautés, mais également impliquer les dirigeants africains? Oui, c'est à plusieurs niveaux. Le niveau très important. Et j'ai dit que le dialogue n'est pas nouveau. On a l'expérience mauritanienne qui s'est faite avec les éléments salafistes partis au djihad. Il y a eu aussi des expériences au Maghreb avec des réintégrations comme au Maroc, mais aussi en Algérie et ailleurs. Il y a aussi des exemples sous nos yeux lors des conflits avec la négociation avec les humanitaires pour faire passer l'aide humanitaire avec le Croissant Rouge qatari. Et donc je pense qu'aujourd'hui il y a tellement de passerelles. Ces passerelles-là sont utiles maintenant à utiliser dans le bon sens pour que notre région puisse retrouver la stabilité. Parce que la recrudescence des combats, l'offensive militaire ne peut pas être des choses éternelles et cela ne va pas nous amener à la stabilité à laquelle nos pays sont en train de tendre. Dernière question, si vous permettez. Les différents effets de ces mutations dans le terrorisme aujourd'hui? Aujourd'hui, les effets de cette mutation, c'est que nous sommes dans une période où nos armées ont été préparées à des formes de guerre classiques, où en train d'amasser les militaires sur les frontières, alors qu'il y a un phénomène qui fait que le djihadiste et le terroriste naît à l'intérieur de vos frontières, le homegrown terrorism. Et aujourd'hui, cette endogénéisation donc, nous pousse à changer complètement de paradigme et à penser à des solutions endogènes, y compris le dialogue. Excusez-moi. On est dans un temps où on parle beaucoup plus de souverainisme, surtout au niveau des États de l'AES, le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Comment parler de souveraineté et en même temps parler de dialogue face à des États terroristes qui sont très souvent financés par des puissances occultes? S'il y a un mot qui est assez récurrent aujourd'hui, c'est le souverainisme. On y met tout. C'est devenu un fourre-tout. Moi, je crois qu'en matière de sécurité, il n'y a pas de souveraineté. Le Bénin ne peut pas être souverain face au Niger pour lutter contre le terrorisme dans le département de la Liborie. Le Niger ne peut pas être souverain si le Niger ne parle pas au Nigeria, on l'a vu avec la question énergétique. Le Burkina Faso n'est non plus souverain en déversant des vagues de réfugiés dans la région des Cascades, aussi dans la frontière de la Côte d'Ivoire. Je parlerai plutôt d'interdépendance positive et de collaboration constructive que de souveraineté, qui est un terme qui, à mon avis, renvoie à un registre un peu dépassé, à mon avis. Permettez-moi de poser ma dernière question. Ça fait déjà 10 ans, vous êtes en train de fêter vos 10 ans et vous faites des études. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez rassurer tous ceux qui vous regardent que ces villes occupées par les terroristes, grâce à vos études ou encore d'autres études, il y a des villes qui ne vivent plus ce terrorisme? Oui, il y a eu des blocus, notamment à Boni, il y a eu au Mali comme aussi au Burkina Faso. Mais comme l'a expliqué tout à l'heure notre ami du Mali, ça s'est résolu par des formes de dialogue. Les dialogues locaux sont là. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudra comprendre la stratégie du JINIM n'est pas de prendre Bamako. La stratégie du JINIM, c'est de faire effondrer Bamako de l'intérieur par le blocus des artères économiques comme la route nationale 1 et en créant de l'instabilité. C'est un djihad économique qui vise à étouffer l'État et à l'affaiblir parce que les djihadistes naturellement ont appris des expériences passées, notamment en Afghanistan et ailleurs, pour ne pas se mettre à des formes de gouvernance globale ou en tout cas directe. Naturellement, ils ne rejettent pas le fait d'appartenir à des gouvernements, d'avoir leur part de la gouvernance, comme ils essaient de le faire avec la zakat, les tenues vestimentaires. Mais je pense qu'il est arrivé le moment de comprendre que ce qu'ils demandent, c'est plutôt une forme d'inclusion. Et quand on voit la composition de ces groupes-là, ce sont des nationaux. Il n'y a plus de horde de djihadistes étrangers qui viennent envahir nos territoires. Ce sont des Peuls, des Dogons, des Wolofs, des Bambara, des Soninké, des Senoufo et d'autres, des Kanouris, qui sont de chez nous. Donc, comme le djihad est endogène, la solution doit être endogène. Et en parlant justement des mutations du djihadisme, on voit que le djihadisme est en train de se déplacer vers les côtes, ne quitte pas, mais se déplace des pays continentaux vers la côte. Vous, comment interprétez-vous cela? Est-ce que ça reste toujours des questions idéologiques ou bien il y a des questions politiques et économiques qui rentrent en jeu? Non, ça a été une erreur stratégique d'avoir voulu extraire le Sahel central du reste de l'Afrique de l'Ouest en ignorant les continuums socio-historiques et sociologiques. J'ai dit tout à l'heure que déjà en 2015, le carburant utilisé par le Moujao dans le nord du Mali venait du Bénin. Donc cette interdépendance, encore une idée qui casse bien la question de la souveraineté qu'on nous sort tous les jours et qui n'a pas de sens à mon avis. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait regarder cela en spécifiant les modes d'action et de stratégie. Dans tous les cas,
Aucun pays ne pourra se permettre de dire que je vais lutter de manière souveraine contre le terrorisme. Le Bénin ne le peut pas sans le Niger ne peut pas le faire sans le Nigeria, le Burkina Faso ne pourra pas le faire sans la Côte d'Ivoire et le Mali ne pourra pas le faire sans le Sénégal. Concrètement, ça veut dire que les États de l'AES et les États de la CEDEAO sont obligés de s'allier. Nous sommes dans une logique de sécurité collective où on doit se parler. Nous avons des problématiques communes. La preuve, on a vu que aussi bien la CEDEAO, mais aussi l'AOS, aucune structure n'a plaidé pour la fermeture des frontières ou entraver la liberté de circulation. D'ailleurs, les pays de l'AOS qui luttent pour ce qu'ils appellent la souveraineté sont restés dans le cadre de cette monnaie qu'on considère comme étrangère, qu'est le franc CFA. C'est qu'il y a des réalités économiques qui sont là, de la même manière que les réalités économiques nous poussent à nous coordonner, les réalités géopolitiques, la question de l'impératif de sécurité collective nous pousse à aller ensemble, quelles que soient les divergences. Alors, Dr Samb, vous dites que l'heure est au dialogue, l'heure est à parler, mais aujourd'hui on voit que les tensions sont très exacerbées entre les différents États. Mais aujourd'hui, est-ce que cela augure des jours assez sombres ou alors des jours heureux? Comment y remédier justement? Je pense que ces moments-là, on va les dépasser. Je parlais de parenthèse. Aujourd'hui, nous sommes dans une parenthèse qui, à mon avis, va s'estomper. Si on compare cette parenthèse avec le long cours de l'histoire commune de ces pays-là, depuis l'Empire du Mali, c'est que quelques années de gouvernance avec l'AOS d'un côté et la CEDEAO de l'autre, c'est une parenthèse historique. Nous allons dépasser ces parenthèses-là. Mais le plus utile, c'est de voir, même pendant cette parenthèse-là, quels sont les moyens de convergence commune qu'on pourrait mettre en place, c'est-à-dire sur la question de la sécurité, complètement déconnecter la question sécuritaire de la polarisation diplomatique. Aujourd'hui, le Niger ne pourra pas lutter contre le terrorisme sans le Bénin et vice-versa. Nous avons besoin de collaboration en termes de renseignement. Il ne faut pas déstructurer l'architecture de sécurité régionale, avoir des moyens d'agir ensemble, le temps de voir cette tempête diplomatique passer.